Bienvenue dans l'édition spéciale Rond-Point Info, mesdames et messieurs. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car ces informations vont vous secouer. Le gouvernement applique la Constitution telle que définie par le président de la République. Mais à l'épreuve, la réalité, on voit bien que le Parlement le contrôle, parce que rien, on a plus ou moins fait une sorte de champ d'applaudissement qui ne peut pas, à la limite, véritablement amender quoi que ce soit. Donc, le président reste un homme super puissant. Il y a deux choses en réalité, ou alors deux personnes morales qui, me semble-t-il, sont en conflit. Il y a l'État et la nation. Certaines personnes qui sont en charge d'accompagner le président dans l'implémentation de la politique n'ont pas l'occasion souvent d'avoir la relation directe avec le président pour savoir que pertinemment sur telle question, concernant même voir, disons par exemple leur ministère, dont ils ont la tutelle, il y a un doute. Et c'est là que ça crée un flottement qui parfois peut aller jusqu'à une menace sur l'autorité de l'État. Parce que quand on ne sait plus l'origine d'un ordre, d'un commandement, il y a un problème sur son application. Qui gouverne réellement le Cameroun? Officiellement, le pouvoir est clair, le président de la République concentre l'essentiel des décisions dans un système fortement centralisé. Gouvernement, administration et parti majoritaire structurent l'appareil d'État. Mais au-delà du pouvoir formel, un autre débat persiste, celui de l'influence. Conseillers stratégiques, élites administratives, réseaux politiques et économiques, sans oublier la visibilité croissante de la première dame sur la scène publique. Influence réelle ou simple proximité institutionnelle? La question reste au cœur des discussions. Pouvoir constitutionnel, pouvoir d'arbitrage, pouvoir d'influence, qui décide vraiment? Qui pèse sur les choix stratégiques du pays? Le débat est ouvert. N'oubliez pas de cliquer, liker, vous abonner et partager pour ne rien rater de l'actualité camerounaise. Que le président pourrait régulièrement donner à ses ministres. Donc cela rend un peu difficile, parce que s'il y avait régulièrement ces conseils des ministres, le président pourrait directement s'entretenir avec le Premier ministre réuni avec son gouvernement. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le secrétaire général de la République, à qui on attribue souvent beaucoup de pouvoir, n'est pas membre du gouvernement. Sur le plan institutionnel, il ne l'est pas. Il est un proche collaborateur du président, nommé en vertu du pouvoir reconnu au président de la République d'organiser les services de l'État, conformément à l'article 8. Les services de la présidence. Les services de l'État, j'ai bien dit les services de l'État. Okay. La présidence n'est qu'un service de l'État parmi tant d'autres. Même si c'est un service qui est plus proche du président, parce que c'est lui qui définit la politique de la nation. C'est pour cela que le président donne plus de pouvoir à ses proches collaborateurs, puisque c'est lui qui définit la politique, puisque c'est lui qui est au cœur de l'appareil institutionnel. Il y a donc cette concentration, on a un peu comme un mini-gouvernement à la présidence de la République. D'accord. Avec ces deux branches, le secrétaire général de la présidence de la République et de l'autre côté le cabinet civil. C'est une espèce de mini-gouvernement qui va donc concentrer ce pouvoir-là, parce que le président doit avoir à ses côtés des collaborateurs qui lui permettent d'avoir toute l'information nécessaire pour décider. D'accord. C'est pour ça qu'il y a ces structures, il y a 2 adjoints. Et en plus, il y a des ministres délégués à la présidence, c'est-à-dire qui dépendent du gouvernement, mais qui sont placés sous le contrôle direct du président de la République. Ils sont membres du gouvernement, mais placés sous le contrôle direct du président de la République. Donc cela complexifie donc parfois l'armature. Et lorsque vous ajoutez le fait que nous sommes entre acteurs stratégiques, ou parfois des individus avec leur imaginaire propre peuvent s'imposer avec leur aura, peuvent s'imposer au regard des pouvoirs qu'ils disposent, peuvent s'imposer au regard du nœud de relations qu'ils créent et leur longévité. On en arrive donc souvent à ce genre de situation. Alors Guy Hervé, le décor est planté. Le prof a essayé de déblayer un peu la perception, la vision de la Constitution. Dans la pratique, une fois le cadre ainsi défini, avez-vous le sentiment que le président ou alors cette définition sur la base de la Constitution détermine une forme de concentration du pouvoir entre les mains du président qui en dispose tel qu'il le souhaite? Oui, le prof a bien fait planter le décor, sauf qu'il a peut-être oublié de rappeler que dans l'article 5, on confère des super pouvoirs au chef de l'État, qui est comme une sorte de super président. Et ce n'est pas surprenant parce que vous savez, le Cameroun, comme la plupart des États africains, ont hérité du jacobisme français.
c'est-à-dire un État centralisateur qui contrôle quasiment tout. Et le Cameroun est un vrai cas d'école de la centralisation du pouvoir. Et donc, à l'épreuve de la réalité, après la lecture, après le décor de la Constitution du Cameroun, on voit très bien que la réalité, elle est tout autre. Sinon, elle est même plus féroce à l'épreuve des faits. Parce que moi, je mets le curseur peut-être après, peut-être j'ai peut-être 3 dates clés. Je mets le curseur, par exemple, en avril 80, le fameux coup d'État, qui a échoué, qui a davantage, à mon avis, contribué à renforcer les pouvoirs de l'exécutif, qui s'est un peu replié sur lui-même et qui a, après cet épisode tragique de l'histoire de notre pays, s'est refermé sur lui-même et a davantage concentré les pouvoirs en lui-même. Et quand vous dépassez cette séquence du coup d'État du 6 avril 1984, vous avez la Constitution inachevée de 1996. Vous avez vu le temps qu'on a mis pour mettre en place des institutions qui étaient pourtant consacrées depuis 1996, notamment ce qui est la décentralisation, qui a pris autant de temps à être mise sur pied. Maintenant que je vais plus loin, dans l'illustration de la concentration, de la forte concentration du pouvoir entre les mains de l'exécutif, il y a la suppression des mandats de 2008, qui est venue davantage illustrer le fait que il y a une sorte de volonté de rendre illimitée la fonction présidentielle. Donc pour moi, ces 3 dates clés démontrent à suffire que l'État central a tout fait pour concentrer le pouvoir au sein de lui-même et qu'il n'est pas, jusqu'ici, au regard de la peine avec laquelle on a du mal à appliquer la décentralisation, et donc le pouvoir centralisateur a beaucoup de mal à se détacher d'un certain nombre de ses prérogatives, et ça rend à l'épreuve des faits le président hyper puissant, contrairement aux autres pouvoirs, parce que le président, comme on l'a dit, il gouverne, le gouvernement exécute et le Parlement contrôle. Mais on voit bien que, ça c'est du point de vue théorique, académique, mais à l'épreuve de la réalité, on voit bien que le Parlement le contrôle, parce que rien, on a plus ou moins fait une sorte de champ d'applaudissement qui ne peut pas, à la limite, véritablement amender quoi que ce soit. Et donc, le président reste un homme super puissant. Ce fonctionnement correspond-il aux prévisions des textes? Oui et non. D'accord. Oui, parce que la Constitution donne un certain nombre d'orientations, notamment sur les institutions étatiques. On vous dit, en l'absence du Sénat, le Parlement, l'Assemblée nationale pourra jouer le rôle du Sénat. En l'absence du Conseil constitutionnel, la Cour suprême peut. Et certaines institutions, on vous dit, seront mises en place progressivement. Donc, quand c'est marqué par la Constitution, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un délai. On ne vous dira pas que dans 5 ans, il faudra. Non, la Constitution a tracé un cadre qui suit avec, j'allais dire, un rythme qui est le rythme de celui qui impulse le mouvement. Donc là, j'ai dit oui, on y est. Maintenant, là, il y a 2 choses en réalité, ou alors 2 personnes morales qui, me semble-t-il, sont en conflit. Il y a l'État et la nation. Est-ce que ces orientations, l'État, correspondent aux orientations de la nation? Quelquefois non. Quelquefois non. On peut l'exposer en disant par exemple que le gouvernement, qui est le bras armé de l'État, qui apporte les solutions, a défini souvent ce qu'il appelle les projets sectoriels de développement. Alors que la nation, à travers notamment les collectivités territoriales décentralisées, attend les projets d'urgence. Voilà un peu ces concepts-là dans un environnement où les liens sociaux sont coupés, sont brisés, parce qu'il n'y a pas de trucs. Donc, ça semble donner l'impression que le président de la République, j'allais dire, n'écoute pas son peuple, ou alors n'est pas en harmonie avec son peuple. Mais on veut aller plus loin en disant, par exemple, pourquoi cela? C'est que la concentration du pouvoir, je l'ai puisé, j'ai un peu analysé, j'ai lu un livre dirigé par Maurice Duverger, Dictature et légitimité, paru aux éditions
presse universitaire de France en 82. Et je l'ai comparé avec le modèle camerounais. Parce que lui, il dit qu'on parle de démocratie aujourd'hui, tous les pays membres des Nations Unies parlent de démocratie. En fait, selon lui, c'est un camouflage de la dictature. Donc, et là, il parle de pouvoir totalitaire. Et je pense que Yaoundé correspond à ça. Parce que, selon Duverger, il y a 3 piliers sur lesquels je peux... rapidement, et puis voilà, Hervé va prendre la concentration du pouvoir, l'irrégularité de la dévolution de ce pouvoir, c'est-à-dire que les élections sont toujours contestées, l'anormalité de son exercice, le cas actuel, beaucoup de hauts fonctionnaires sont à la retraite, on proroge le mandat, on proroge. Voilà les 3. D'accord. Alors, Hervé Emmanuel Combe, le président privilégie-t-il la gouvernance directe ou la gouvernance par délégation? Écoutez, vous allez me permettre de revenir sur Bien sûr. les bases que le professeur Amougou a essayé de nous proposer. Sur le plan académique, c'est exact. Mais je pense que lorsqu'on on aborde la question de l'exercice du pouvoir, de sa dévotion, il faut avoir une approche juridique, c'est-à-dire que dit la loi fondamentale. Il a essayé de le dire à travers quelques articles. La loi fondamentale, la Constitution, et la pratique au quotidien, c'est-à-dire politique, comment ça se passe. Donc les grands, j'ai eu la chance, merci Mbombo, j'ai été un élève de Maurice Duverger, à Paris-Assas, et le grand débat reviendrait à savoir dans quel régime nous nous trouvons. Parce que pour faire vite, pour que tout le monde comprenne, est-ce qu'on a un régime présidentiel, on a un régime parlementaire, on est entre les deux, on est où? En tout cas, on n'est pas en monarchie. On n'est pas en monarchie au moins, donc on écarte cette voie-là. Et nous sommes en démocratie, et nous ne sommes pas en dictature, contrairement à certaines déclarations, mais on a tout le temps. Donc, revenons en démocratie. La Constitution du Cameroun fait du chef de l'État celui qui définit les grandes voies de la politique nationale. Et dans la période du mandat qui lui est confié, c'était 7 ans, dans le septennat, le gouvernement a un chef qui s'appelle le Premier ministre. On verra au quotidien comment ça se passe. Mais comme l'a expliqué le professeur Amougou, la présidence de la République a une organisation qui fait qu'on replique les administrations, c'est-à-dire les bras séculiers qui doivent mettre en application, en implémentation les décisions de cette grande politique. C'est pour ça que j'ai été un peu mal à l'aise, mais je suis habitué. Pendant la campagne électorale, beaucoup de médiateurs, y compris d'ailleurs dans cet excellent média, demandaient les programmes alors qu'on doit demander un projet de société à un candidat à la présidence. Le programme du gouvernement doit être présenté par le gouvernement et mis au quotidien. Et même comme le professeur l'a justement dit, il est présenté par le gouvernement et appliqué sous la surveillance de celui qui a eu mandat du peuple souverain, c'est-à-dire le président de la République. Donc quand j'ai fini de le dire, je reviens dans mon quotidien pour dire que oui, sur le plan de la loi fondamentale, nous sommes dans un régime qui est présidentiel, mais pas totalement. Parce que s'il y avait un changement de majorité à l'Assemblée, on serait dans la cohabitation. Et là, on serait à l'épreuve de 2 sources de pouvoir qui peuvent ne pas être en harmonie. Mais pour l'instant, vu que la majorité est le soutien du président, nous sommes donc en régime présidentiel. Alors vous me demandez comment ça se passe. Bon, les faits divers et l'écosystème voudraient nous imposer. Non, mais je le dis parce que les faits divers, plusieurs qui servent souvent de base de certaines déclarations que je trouve très téméraires. Pas que les faits divers, je veux dire, on voit souvent des documents sur autres instructions. J'allais arriver. Parce que le professeur Amougou il est passé télégraphiquement sur cette question, mais essentielle, il l'a évoqué. Je vous laisse poursuivre. Il l'a évoqué parce que le problème maintenant, c'est de savoir... bon, allons-y directement. C'est une émission entre les gens intelligents. En fait, c'est le doute que certains ont introduit sur la pertinence de l'évocation de hautes instructions qui crée une confusion. Et le professeur Amougou l'a dit tout à l'heure, certaines personnes qui sont en charge d'accompagner le président dans l'implémentation de la politique n'ont pas l'occasion souvent d'avoir la relation directe avec le président pour savoir que pertinemment, sur telle question, concernant même voir, disons par exemple, leur ministère, dont ils ont la tutelle, il y a un doute. Et c'est là que ça crée un flottement qui parfois peut aller jusqu'à une menace sur l'autorité de l'État.
Parce que quand on ne sait plus l'origine d'un commandement, il y a un problème sur son application. Mais globalement, je crois que le président est le chef du gouvernement. La Constitution, dans son application, fait de lui celui qui a la dévotion des décisions ultimes. Et on peut compter. Bon, maintenant, le Mbombo a dit quelque chose, on viendra, j'espère, que je conteste. Quand on pense que Mbombo pense que le président, pour prendre une décision, doit consulter les 30 millions de Camerounais, professeur Mugo va revenir là-dessus aussi. On revient sur le débat du mandat impératif, du mandat représentatif. Moi, je suis parce que quand on a confié le mandat au Cameroun, le pouvoir est officiellement centralisé au sommet de l'État. Mais autour du pouvoir formel gravitent des cercles d'influence qui alimentent le débat public. Alors, selon vous, qui gouverne réellement? Le pouvoir institutionnel suffit-il à expliquer toutes les décisions? Ou existe-t-il une influence plus discrète? Dites-nous votre avis en commentaire, le débat continue avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, de partager et de rester connecté pour ne rien manquer de l'actualité camerounaise.